Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Comme chaque semaine, parler des livres en cours de lecture ou terminés durant la semaine qui précède. Une pile de livres plus ou moins épaisse. Et cette semaine, je crois que c'est la première fois où je vais parler exactement des deux mêmes livres que la semaine passée. J'en ai parlé déjà depuis un peu plus de temps. Ces deux livres m'occupent donc toujours et m'occuperont encore un peu. La semaine prochaine, il y aura même assez sûrement ces deux livres. Là, je pense qu'il y aura d'autres choses qui se rajouteront, mais là, voilà, il y a deux gros livres dans la Pléiade de Gérard de Nerval, Le Voyage en Orient, et puis La Maison vide de Laurent Mauvigné, que j'avance tous les deux avec plaisir pour les deux. Et donc, je vais parler d'où j'en suis. Celui que j'ai le plus avancé durant cette semaine, et dont je vais parler en premier, c'est Gérard de Nerval, Le Voyage en Orient. Son Voyage en Orient qui est plus qu'un voyage en Orient, qui n'est pas qu'un récit de voyage, et qui prend des dimensions multiples. Gérard de Nerval possède un art de la digression, une sorte de vagabondage qui me plaît beaucoup et qui, pour un récit de voyage, est tout à fait intéressant. Alors, j'ai plus ou moins terminé la partie principale de ce voyage en Orient. Je suis dans une partie qui s'appelle Appendice, donc qui sont des ajouts qui consistent en une étude, qui est d'ailleurs, je crois, plutôt une traduction sur les mœurs des Égyptiens modernes, et notamment sur la condition des femmes, mais il y a aussi des descriptions de leurs habitations, etc. Donc une sorte d'étude scientifique, ou en tout cas presque anthropologique, de l'Égypte du temps de Gérard de Nerval, ce qui est très intéressant. Mais à quelque part, il y a d'autres choses qui m'ont plus intéressé dans son voyage en Orient, dans la partie que j'ai aussi lue cette semaine, qui s'intitule « Les nuits du Ramazan », c'est-à-dire du Ramadan, qu'il passe donc à Constantinople, et où la nuit on est réveillé, et où il décrit donc ce qui se passe la nuit à Constantinople, à Stamboul, notamment Istanbul, c'est la partie musulmane de Constantinople, puisqu'il y a plusieurs villes dans ce qu'on appelait en ce temps-là Constantinople. Et il y a aussi Péra, qui est la partie européenne. Et donc il nous décrit ce qui se passe durant ce moment clé de la vie, qui est le Ramadan, et la nuit, évidemment. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il raconte les histoires qu'on se raconte. Et il y a toute une partie que j'ai trouvée tout à fait intéressante, dont je reparlerai tout à l'heure, où justement on entre dans une histoire dans l'histoire. Mais peut-être commençons par un petit passage autour de ce moment du Ramazan, ou du Ramadan. Il m'avait conduit à une fenêtre, et en effet le soleil ne tarda pas à descendre derrière les lignes d'horizon violettes qui dominent la Corne d'Or. C'est le moment où c'est la nuit que ça se passe. Pendant cette période-là du Ramadan, le jour, on dort, on ne mange pas, etc. C'était les canons. J'ai oublié une petite phrase. Donc on se retrouve sur la Corne d'Or. Aussitôt, un bruit immense se fit de tous côtés. C'était les canons de Tophana, puis ceux de tous les vaisseaux du port qui saluaient la double fête. Double fête parce que c'est le début du Ramadan et c'est la naissance d'une princesse, la fille du sultan, si je me souviens bien. Un spectacle magique commençait en même temps sur tout le plan lointain où se découpent les monuments de Stamboul. À mesure que l'ombre descendait du ciel, on voyait paraître de longs chapelets de feu dessinant les dômes des mosquées et traçant sur leurs coupoles des arabesques qui formaient sans doute
des légendes en lettres ornées. Les minarets, élancés comme un millier de mâts au-dessus des édifices, portaient des bagues de lumière, dessinant les frêles galeries qu'ils supportent. De tous côtés partaient les chants des muezzins, si suaves d'ordinaire, ce jour-là bruyants comme des chants de triomphe. Nous nous retournâmes vers la salle, la danse avait commencé. Alors il y a tout un imaginaire de l'Orient qui évidemment est convoqué ici, imaginaire sans doute bourré de clichés, mais Gérard de Nerval n'est pas toujours dupe de ces clichés. Quelquefois oui, mais parfois il cherche à aller plus loin et puis il pénètre, il veut voir les choses pour de vrai, il pénètre dans la nuit, dans les nuits du Ramadan, et il assiste à des moments où on se raconte des histoires. Là, il y a toute une histoire sur la reine de Saba et le roi Soliman, ou Salomon, qui occupe une grande partie de cette partie-là. On nous raconte cette histoire biblique, présente aussi dans le Coran, mais présente aussi dans les traditions franc-maçonnes, ésotériques, qui fascinent Gérard de Nerval. Et on se retrouve tout d'un coup dans des endroits tout à fait étranges. Le fantôme s'avance. Adoniram le contemple avec stupeur, son buste gigantesque est vêtu d'une dalmatique sans manches, ses bras nus sont ornés d'anneaux de fer, sa tête bronzée qu'encadre une barbe carrée, tressée et frisée à plusieurs rangs, sa tête est coiffée d'une mitre vermeille. Il tient à la main un marteau, ses yeux qui brillent s'abaissent sur Adoniram avec douceur et d'un son de voix qui semble arraché aux entrailles du bronze. « Réveille-toi !» ou non, plutôt « Réveille ton âme !» dit-il. « Lève-toi, mon fils, viens, suis-moi, j'ai vu les maux de ma race et je les pris en pitié. Esprit, qui donc es-tu » Vous voyez dans quelle ambiance on se retrouve. Adoniram est celui qui a forgé les statues pour le temple de Salomon, mais qui est de la race de Caïn, celui qui lui parle. Ton aïeul, homme, artiste ton maître et ton patron, je fus Tubal-Caïn, le fameux Caïn, l'assassin qui a tué Abel. Et tout d'un coup, on développe toute une histoire qui évidemment n'est plus du tout l'histoire de Gérard de Nerval en Orient, mais qui réveille cet imaginaire oriental qui visiblement a exalté Gérard de Nerval, qui passe donc beaucoup de temps à nous raconter cette histoire-là. Il descend aux enfers, etc. Et puis qui revient à Constantinople, qui revient même chez lui à la fin, après cette longue digression et cette longue histoire dans l'histoire. Et puis, je vais lire encore un petit extrait pour terminer. Je reviendrai sur les appendices qu'il me reste à lire la semaine prochaine, mais comment se termine avant ces appendices le voyage en Orient, par une réflexion que j'ai trouvée très intéressante et qui sans doute fait que ce voyage en Orient-là n'est pas un stéréotype de voyage en Orient, ou en tout cas que parfois il cherche à échapper à ceci. Que te dirais-je encore, mon ami ? Quel intérêt auras-tu trouvé dans ces lettres heurtées, diffuses, mêlées à des fragments de journal de voyage et à des légendes recueillies au hasard ? Il montre bien que son journal ou que son voyage en Orient, c'est quelque chose d'un peu disparate. Il y a plein de choses différentes. Il y a quelque chose qui tient de l'ordre du journal, qui tient de l'ordre de légendes recueillies au hasard, de fragments, de lettres, etc. Tout ça part un peu dans tous les sens. Ce désordre même est le garant de ma sincérité. Ce que j'ai écrit, je l'ai vu, je l'ai senti. Ai-je eu tort de rapporter aussi naïvement 1000 incidents minutieux dédaignés d'ordinaire dans les voyages pittoresques ou scientifiques ? Dois-je me défendre auprès de toi de mon admiration successive pour les religions diverses des pays que j'ai traversés ?
Oui, je me suis senti païen en Grèce, musulman en Égypte, panthéiste au milieu des Druzes et dévot sur les mers aux astres dieux de la Chaldée. Mais à Constantinople, j'ai compris la grandeur de cette tolérance universelle qu'exercent aujourd'hui les Turcs. J'ai l'impression qu'ils l'exercent beaucoup moins aujourd'hui qu'au temps de Nerval. Et que peut-être d'ailleurs, c'est un cliché, ça, c'est un stéréotype. Donc voilà quelque chose de tout à fait intéressant, que cette porosité, si vous voulez, le Nerval qui change de religion comme il change de pays. Et il y a des passages assez fantastiques sur justement les différentes religions, notamment sur les Druzes, dont j'avais, je crois, parlé la semaine passée, mais sur l'islam, sur des légendes tirées du folklore juif aussi, ou chrétiens d'Orient, etc., les maronites, etc. Bref, tout cela est tout à fait fascinant, et Nerval, on sent à la fois l'imagination du personnage, qui évidemment est boostée par l'Orient, même si c'est aussi ce grain de folie qui va devenir plus qu'un grain, qui va peut-être causer sa perte, mais une perte causée peut-être surtout par ceux qui l'ont considéré comme fou. L'était-il? Question compliquée. Voilà, donc je reparlerai de Gérard de Nerval, de ce qu'il me reste à lire de son voyage en Orient, puis après il y a encore 2-3 choses dans cette Pléiade, notamment ses voyages du côté de l'Allemagne. Mais ça, c'est pour plus tard. Voyage du côté de l'Allemagne, ça peut amener une transition vers La Maison vide de Laurent Mauvigné, que je continue là aussi à lire, un livre assez épais, assez dense. J'en suis à peu près à la moitié. J'ai terminé la 3e partie du livre, j'ai à peine commencé la 4e. Ce qui change par rapport aux parties précédentes, c'est que la guerre est survenue. Et la 3e partie, que j'ai surtout lue durant la semaine qui précède, parle de la Première Guerre mondiale, où le personnage de Jules, le mari de Marie-Ernestine, c'est-à-dire les arrière-grands-parents de Laurent Mauvigné, Jules doit partir à la guerre. Et on nous raconte cette guerre. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on s'éloigne des clichés, comme chez Gérard de Nerval, où il échappe en partie aux clichés orientalistes. Les récits de Première Guerre mondiale, c'est un genre en soi, quoi. Il y a 1000 récits qui, très souvent, sont racontés du point de vue des combattants, qui nous décrivent les horreurs de la guerre des tranchées. C'est assez fascinant, et il y a des choses extraordinaires écrites sur cette question-là, sur l'expérience de la boue des tranchées. On pense au début du voyage au bout de la nuit de Céline, par exemple. Il y a d'autres livres qui vraiment insistent là-dessus. Ici, ce n'est pas la guerre des tranchées qui est racontée, elle est un tout petit peu abordée, mais c'est le rapport entre un homme et son épouse, rapport dont on sait qu'il est compliqué dès le départ, que c'est pas un mariage d'amour, mais aussi qu'est-ce qui se passe à l'arrière, dans la campagne, où ce sont les femmes qui prennent en main les choses, notamment la belle-mère de Jules, la mère de Marie-Ernestine qui était auparavant effacée, qui tout d'un coup se révèle à ce moment-là, et puis donc ce qui se passe à l'arrière, et puis aussi le moment qui est là aussi un passage obligé dans les récits de Première Guerre mondiale, mais qui prend plus de place ici et qui m'a paru très intéressant dans la manière dont il a été traité, c'est la permission, le moment où le soldat revient chez lui pendant 6 jours. Ce que l'on sait, nous, ce que lui ne sait pas, ce que sa famille ne sait pas, mais ce que l'on sait parce que ça nous est dit d'emblée, c'est que c'est 6 jours, en janvier 1916, que Jules passe dans son village avec son épouse
ben, ce sont les 6 derniers jours qu'ils vont passer ensemble, puisqu'il ne reviendra pas de la guerre qu'il devra retrouver. Alors voilà un petit passage que j'ai trouvé justement assez significatif sur ce moment de la permission. Les 6 jours s'amenuisent et semblent se disloquer dans un temps hors du temps, sans que Jules ait besoin de rien faire, comme si ce temps qui consistait juste à arriver allait finir par compter davantage que le temps de sa présence réelle chez lui, où il pourrait être entièrement voué au sien et à sa maison. En 2 ou 3 jours, il a le temps de retrouver les odeurs familières du parquet ciré, mais aussi, du côté de l'étable, des sous à cochon, de l'écurie des chevaux, de l'autre côté du chemin, l'odeur du fumier et des vaches, celle des fientes des poules et le bruit de fond de leur caquettement idiot, la puanteur si forte de la pourriture et de l'humus après la pluie quand la terre est lourde de la flotte qu'elle drainera jusqu'à la rivière. Une odeur de tourbe et de bouse, de vase, de limon, et le ciel empuanti de l'âcreté du feu de bois qui vient des remises minuscules accolées aux maisonnettes qu'on laisse aux saisonniers ou aux plus pauvres, là où des marmites noirâtres laissent mitonner du lard et des patates pendant des jours dans un bouillon épais. Mais il a le temps surtout de rendre visite à tous ceux qu'il connaît depuis toujours, et trouve même le temps de s'inventer la joie de retrouver des visages qu'il méprisait 17 mois plus tôt, et d'autres encore moins aimés, et qui soudain lui tombent dans les bras sans qu'il en éprouve la moindre gêne, et se surprenant même à en être heureux. Oui, heureux de les voir, même ceux-là, sincèrement émus de les voir, de les retrouver avec les mêmes gueules de fauchetons et leur même tête à claque à peine vieillie par les derniers mois d'inquiétude, car soudain tout ce qu'il détestait chez tel ou tel est métamorphosé, tout lui semble chaleureux et émouvant, même leurs mots faux et creux, tout lui donnerait envie de prendre dans ses bras jusqu'à la dernière des crapules jusqu'à la dernière des crapules et la pire des langues de vipère qu'il avait connues, pourvu qu'ils aient partagé ensemble des souvenirs du temps de paix. Il voit ainsi sa vie d'avant défiler à travers les regards des uns et des autres, les vieux et les jeunes, qu'il connaissait depuis l'enfance bien sûr, même si leur présence est comme ponctuée par les absents qu'elle fait surgir dans le vide d'une famille, et il revoit parfaitement ce jeune homme un peu trapu qui se tiendrait là, sévère ou souriant selon son humeur ou son caractère, portrait craché de son père et fumant son brûle-gueule accoudé sur le linteau de la cheminée, et dont l'absence explose dans l'ombre de la pièce principale comme l'éclat d'un obus. Voilà, toujours cette prose de Mauvigné, ces longues phrases qui entrent vraiment dans les détails, dans les sensations, hein, les odeurs, mais aussi les sentiments particuliers et inattendus du personnage pour ce lieu. On sait, nous, que c'est la dernière fois qu'il y retourne, puisqu'il va mourir. Et il y a quelque chose d'extrêmement fort dans la manière dont ceci est décrit. La retrouvaille ou les retrouvailles avec son épouse sont compliquées. Et la place de Marie-Ernestine, son rapport à cet enfant, Marguerite, dont on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'elle est effacée de l'histoire. On ne sait pas encore pourquoi, c'est quelque chose qui va se poser sans doute dans la suite. Pourquoi elle est effacée jusque sur les photos, c'est une des questions qui est posée dès le début du livre, et qui fait, parmi d'autres, que ce livre-là, j'ai évidemment envie de le poursuivre. C'est un gros livre, mais c'est tellement bien écrit, tellement... ça colle tellement à ce qui semble être la réalité, même si c'est une quête évidemment illusoire que de se mettre dans la tête
ses arrière-grands-parents, mais il y a quelque chose qui, en soi, est assez extraordinaire dans la manière dont c'est écrit, et donc cette maison vide qui révèle petit à petit ses secrets ou continue à essayer de les cacher malgré l'obstination de celui qui raconte, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et donc, voilà, je vais continuer et terminer de lire ce livre bientôt. Alors la semaine prochaine, on parlera un peu du Voyage en Orient de Gérard de Nerval, de ce que j'aurais lu encore, de la partie un peu appendice ou en plus de ce journal. Et puis on parlera beaucoup, je pense, de cette maison vide de Laurent Mauvigné que je vais achever. Je ne sais pas si ce sera le cas en une semaine, peut-être, on verra bien. Mais en tout cas, je vais continuer à me plonger avec fascination, avec un plaisir, mais un plaisir qui souffre, dans cette lecture-là. Voilà, c'était mon journal de la semaine. Au revoir et à bientôt.